Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, 3e épisode sur notre série de 4, consacrée à gérer son temps en tant que leader. La base de cette série d'épisodes, c'est comment faire pour être plus productif ou plus productive en tant que leader, en tant que manager. On a notre job de base, notre ancien job, je pourrais dire, et en plus de ça, eh bien, nous avons ce nouveau job qui nous prend, ma foi, un peu de temps. Alors, on a les recettes habituelles, fixer des objectifs, etc., mais ça suffit pas. Les exigences sont souvent trop élevées. On a, entre guillemets, pas le temps. Dans cette série, je vous propose une nouvelle approche. 4 étapes. Productivité durable, c'était l'épisode 137. Réduire la charge de travail fantôme, c'était l'épisode 137. Gérer le temps plus efficacement dans 4 domaines de leadership, c'est cet épisode, et le prochain, changement de comportement, pour faire durer tout ça. La prise de conscience, pour gérer le temps plus efficacement dans 4 domaines de leadership, eh bien, c'est que nous générons souvent une charge de travail fictive. On a vu cette charge de travail fictive à l'épisode précédent, mais nous la générons souvent dans des domaines dans lesquels nous ne sommes pas les plus forts, nous sommes les plus faibles. C'est-à-dire que là où nous avons tendance à éviter les tâches difficiles ou qui doivent être effectuées dans lesquelles nous ne sommes pas à l'aise, eh bien là, nous générons de la charge de travail fictive. Alors, quels sont ces domaines dans lesquels potentiellement, nous, en tant que leader, en tant que manager, nous pourrions ne pas être au top? 4 domaines donc. Mobiliser son engagement personnel, penser stratégiquement, établir les relations, organiser l'action. On va les prendre un par un. Mobiliser son engagement personnel. Vous le savez, ce job nécessite un haut degré de concentration, d'énergie, donc de focus. Et donc, comment obtenir ce focus, cette concentration sur ce qui est important? Eh bien, nous devons avoir un sens aigu du but poursuivi. Quel est le but poursuivi? Par mon entreprise, par mon équipe, mon but à moi en tant que manager, quelle est ma priorité, on pourrait dire. La mauvaise alternative, évidemment, c'est le mode réactif. Le mode réactif, c'est le mode des gens qui ne consacrent pas assez de temps, d'énergie, de connaissances à ces 4 domaines, et qui donc sont déconnectés de leur but et de leurs valeurs. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, elles se laissent guider par ce que les autres attendent d'elles, que par leur propre sens du but poursuivi. Donc avoir un but, au moins à moyen terme, un ensemble de valeurs de travail, vous permettent de savoir ce qui est important, donc ce qui doit être priorisé. Ne pas l'avoir, eh bien, c'est se laisser porter. Je prends souvent l'image de la feuille ballottée sur une rivière. Alors je dis pas qu'on va devenir un paquebot, mais peut-être une barque avec une petite pagaie. Ce sera mieux sur cette rivière qui déboule comme en cascade. Ce sera mieux que d'avoir d'être une petite feuille finalement qui n'a aucun contrôle sur sa destinée. Donc, vous voyez que l'absence d'un objectif personnel clair ou d'équipe claire, dans un monde où il y a toujours trop et toujours plus, bien, ça vous rend vulnérable. Et ça vous rend vulnérable à quelle idée? Bien, l'idée de vouloir tout faire. Et comme vous voulez tout faire, finalement, c'est pas que vous finissez par rien faire, mais vous aurez peut-être cette sensation de tourner comme un hamster dans une roue. Et ce qui va vous faire sortir de la roue, eh bien, c'est en particulier cette idée de à quoi est-ce que je tiens vraiment? Qu'est-ce qui est central pour moi? Alors attention, c'est pas la même chose que de savoir qu'est-ce que j'aime. C'est vraiment ce à quoi je tiens. Dans mon boulot, moi j'aime bien, j'adore faire des petits tableaux Excel de comparaison, de calcul de prix. Dans mon job à moi, mais c'est pas ce à quoi je tiens. Ce à quoi je tiens, c'est d'avoir d'excellentes relations avec mes clients, sur le long terme. Donc, vous voyez comme ça peut être différent. Une fois que vous avez mobilisé cet aspect personnel pour vous, eh bien, vous me voyez venir, il faut le mobiliser pour votre équipe. Donc, aidez les membres de votre organisation, de votre équipe, de votre département à formuler des valeurs, une mission, une vision commune, c'est gagner du temps par la suite. Parce que ça clarifie les idées directrices, ça clarifie les choix, ça clarifie comment on prend les décisions dans toute l'organisation.
Donc si on résume ce premier point, un engagement personnel fort est source de focus et d'énergie. Deuxième domaine dans lequel notre gestion du temps doit être bonne, c'est la pensée stratégique. Quelle est votre contribution unique au bien fondé, à la bonne marche de l'entreprise? Qu'est-ce qui fait que vous, en tant que personne, vous allez contribuer au bien-être de l'entreprise? Eh bien, d'avoir cette stratégie-là, cette direction-là, vous permet de fixer un nombre limité d'objectifs. En gros, si vous regardez les managers qui ont beaucoup de succès, l'article sur lequel je me base, dont la source est à la fin des notes du podcast, c'est 1 à 3 objectifs à la fois. 1 à 3 objectifs à la fois. Ça ne veut pas dire 1 à 3 activités, mais ça veut dire 1 à 3 objectifs en tête à la fois. Alors en tête, ça peut être sur votre écran, ça peut être où vous voulez, sur un joli poster, mais c'est 1 à 3 à la fois. Pour quelle durée de temps, ça va dépendre de votre activité, mais je dirais entre 3 à 12 mois. Et donc une fois que vous avez ces 1 à 3 objectifs essentiels, eh bien vous pouvez discipliner vos collaborateurs à faire de même. Et nous l'avons fait cette année, avec Coapta, avec mes 2 partenaires collaborateurs associés. Nous l'avons fait, nous nous sommes dit qu'est-ce que nous avons comme objectif cette année. Le premier, c'est fournir une expérience de formation unique. Le deuxième, c'est développer les produits de consulting, de développement organisationnel. Et puis le troisième, c'est d'avoir une approche marketing qui est, je dirais, beaucoup plus focalisée, puisque vous me connaissez, j'ai tendance à me disperser. Et donc, maintenant que j'ai défini ces choses, ces 3 objectifs, eh bien je sais ce qui est important. Quand j'ai ma liste de tâches devant moi, et puis qu'il y a pas 20 tâches, je sais par où je vais commencer. Je sais ce qui est important. Alors, j'entends qu'ils disent, comme disait un ancien président de la République française, j'entends qu'ils disent que limiter les objectifs, c'est risqué. Oui, mais en même temps, l'alternative, c'est quoi? L'alternative, c'est la prolifération des objectifs. Et ça, vous savez que c'est pas bon, puisque ça induit un manque de focus, donc un manque d'énergie, donc, etc. Alors, évidemment que de choisir 1 à 3 objectifs essentiels, c'est difficile, puisque vous allez devoir arbitrer entre le court terme et le long terme, l'urgent et l'important, le facile et le difficile, le confortable et le désagréable, moi versus les autres. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette liste, vous verrez, naturellement, nous allons préférer les premiers. Court terme, urgent, facile, confortable, moi. Vous voyez, je vous dis cette liste, vous dites, bah oui, c'est mon travail. Oui, en tant que leader et que manager, non. Long terme, important, difficile, désagréable, les autres. Ça, c'est votre travail de manager, de leader. Donc, sans tenir à ces priorités, que vous avez décidé ces 3 objectifs, cette valeur essentielle qu'on voyait au chapitre précédent, c'est souvent un acte de courage. Une rupture dans le modèle dominant, voire une affirmation de son propre caractère. Vous vous souvenez, on a parlé du courage managérial dans l'épisode 132. On s'est dit que le courage managérial, c'était faire face à ses peurs. Mais vous voyez que derrière cette peur de choisir des objectifs, il y a cette peur de ne pas être apprécié, peut-être même de se faire virer. Et pourtant, votre équipe, votre organisation demande à ce que vous ayez ce courage-là. Alors, quelques questions pour identifier un petit peu ces points sensibles. Qu'est-ce que j'évite de dire ou de faire? Qu'est-ce qui me semble urgent et impérieux et finalement, est-ce que c'est vraiment si important que ça? Quelles sont les tâches essentielles dont j'ai pas le temps de m'occuper ces derniers jours, dernières semaines, derniers mois? Voire même, à qui est-ce que je reproche de ne pas avoir fait quelque chose d'important? Et moi, du coup, qu'est-ce que je peux y faire? Donc, si on résume ce point, penser stratégiquement vous permet de trier l'ivraie, le non productif, du bon grain, le productif. Troisième chapitre, établir des relations. Ce chapitre de l'établissement des relations est important pour moi, pour nous, parce que dans la formation que j'appelais avant les bases du management, qu'on appelle maintenant animer une équipe, on commençait souvent par le rôle du leader, le rôle du chef d'équipe, de la chef d'équipe. Et
Et je m'apercevais que souvent, les collaborateurs faisaient encore quelque part la confusion entre avant, qu'est-ce qui m'amenait quelque chose, et maintenant, qu'est-ce qui m'amène quelque chose. Et maintenant, qu'est-ce qui m'amène quelque chose, ou comment est-ce que j'amène ma valeur en tant que manager? Eh bien, c'est dans la prise en compte du fait que mon succès est lié au travail de mes collaborateurs et de mes collaboratrices. Et que pour qu'ils aient du succès, je dois tisser tout un tas de relations de travail productives avec mes collègues, eux bien sûr, et des chefs en diagonale ou mon hiérarchique ou ma hiérarchique directe. Donc cet établissement de relations, c'est absolument essentiel. Pourquoi ? Eh bien en particulier parce que la capacité à prendre des engagements fiables réduit l'effet domino, produit par les délais non respectés, et après ça file en cascade, et finalement un jour de délai en haut de la chaîne, vous arrivez à 3 mois de délai à la fin. Donc la capacité à prendre des engagements fiables dépend de votre capacité à établir des relations fiables. Et donc je vous pose la question, combien de temps par semaine est-ce que vous passez à établir des relations fiables avec vos collaborateurs, vos collègues, vos hiérarchiques, vos fonctionnels? Donc ça c'est vraiment essentiel. Deuxième élément qui est important, quand une demande vous éloigne de vos objectifs, ou bien que vous n'êtes pas sûr de pouvoir répondre, qu'est-ce que vous faites souvent? Vous dites, je vais dire oui. Je dis oui, c'est mon job, je suis en fonction support, les gens comptent sur moi pour ça. Oui, mais le problème, c'est que si vous savez que vous n'alliez pas y arriver, si vous savez que vous n'êtes pas sûr de pouvoir y répondre dans ce délai-là, le courage, la volonté, c'est de dire quelque chose. C'est de dire, écoute, je suis pas sûr. Alors je sais que c'est difficile, en particulier dans les organisations qui privilégient l'activité par rapport à l'efficacité. Et d'ailleurs, j'imagine bien que ça doit être difficile pour vous de savoir comment être fiable, de comment tenir parole, mais du coup, c'est presque tout aussi impopulaire que de demander aux autres comment ils vont tenir parole. Comment tenir les gens responsables de leur retard sur un projet quand on sait que tout le monde est débordé? La meilleure réponse à ça, c'est de commencer par soi. Et donc de commencer par dire, plutôt que de dire oui, quelque part un petit peu automatiquement, c'est de dire, est-ce que le fait de répondre à la demande correspond à mes intentions personnelles, à mes compétences, à mes ressources, à mon objectif? Si le travail demandé ne soutient pas directement mon objectif, est-ce qu'il construit un capital social suffisant pour permettre de réussir plus tard? Donc, vous voyez, c'est intéressant, ça nous donne cette idée que, ok, la tâche en elle-même, elle n'est pas hyper alignée avec mes objectifs, mais est-ce que j'accumule du crédit vis-à-vis de cette personne, du capital social, comme c'est dit ici, pour construire la relation fiable dont vous aurez besoin plus tard? Alors, peut-être quelques questions pour vous aider à faire ce travail d'établissement de relations fiables et solides. Posez-vous la question, avec qui est-ce que vous avez l'impression de ne pas pouvoir prendre le temps de clarifier la nature de la demande? Avec qui est-ce que vous osez pas? Avec qui est-ce que vous vous engagez trop et trop loin? Quelles sont les croyances et les modes de pensée qui vous poussent à accepter un travail ambigu que vous n'êtes pas sûr de pouvoir mener à bien? Et la réponse à ces questions, vous donnera l'opportunité de clarifier cela et donc d'être beaucoup plus dans la construction de ces relations fiables. Alors comment faire? Demander une clarification. S'assurer que la demande qui vous est demandée est smart. Demander, négocier le délai. Parce que l'autre personne, peut-être qu'elle a une marge de manœuvre. Faites une contre-offre qui peut-être répond toujours aux mêmes besoins, mais d'une autre manière. Donc vous voyez qu'il y a toujours une manière de, plutôt que de dire non, je l'ai écrit en majuscule avec un point d'exclamation sur ma feuille, dites oui et, ou oui cependant, ou oui mais, à la limite, pourquoi pas. Mais ne dites pas non, parce que dire non, ça ferme la porte. Et ça, pour l'établissement de la relation fiable, c'est pas top. Alors ça, c'est dans le sens de ce que nous pouvons faire. Maintenant, dans l'autre sens, comment obtenir le soutien des autres? Alors, une communication claire et régulière, ça c'est clair, mais demander des demandes smart. Écoute, j'aimerais un truc spécifique, mesurable, etc. etc. Autorisez-vous la possibilité, donnez-leur la possibilité de remettre en question ou de modifier la demande initiale. Comme ça, quand ils viennent vers vous, ils savent qu'ils n'ont pas une réponse fixe fertique toute faite. Et prenez le temps de suivre les progrès.
d'apporter le soutien nécessaire et d'encourager l'apprentissage à partir des échecs et des réussites. Et enfin, alors je dirais le dernier des quatre, le dernier domaine est un peu plus standard, s'organiser pour agir. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire ici, c'est de créer un système et des habitudes utiles. Alors les habitudes, ce sera l'épisode prochain, mais créer des habitudes utiles, solides. On en parlait ce matin avec un groupe. Vous devez avoir confiance dans votre système de gestion. Si vous n'avez pas confiance dans ce système, à la première vague, il va être balayé et vous allez retourner dans le même système qu'avant. Alors 2-3 petites choses. L'objectif d'un bon système de classement, que ce soit mail ou papier, c'est plus le stockage, c'est la recherche. Pour tout ce qui est électronique, vous devez pouvoir retrouver rapidement. Donc, perdez pas du temps à mettre ça dans les répertoires, par exemple. Utilisez la recherche. Quand vous avez beaucoup d'arriérés, quelqu'un qui a, 1500 mails dans sa boîte, c'est décourageant. Vous prenez 10 minutes par jour. Et puis, au bout d'un mois, vous aurez terminé. Vous laissez pas abattre par la quantité. Vos engagements, qui est souvent une source de difficulté. Comment je fais pour suivre les engagements que j'ai pris ? Mettez par écrit immédiatement, ou alors, si vous prenez ça sur un papier, à la fin de la journée, hop, une consolidation en un seul endroit, typiquement un document OneNote ou une tâche Outlook. Pour le reste de ces trucs et astuces, en ce qui concerne s'organiser, vous avez accès gratuitement sur coapta.ch, dans la section campus, à toute une section qui s'appelle gestion personnelle, dans laquelle vous avez les articles, les petits billets et les messages, les épisodes de podcast qui concernent cette gestion personnelle et comment mettre en place ce système. La clé, entre parenthèses, de ce système, c'est pas le système lui-même, c'est la discipline, cette vieille vertu avec laquelle vous allez mettre en place ce système. Donc si on résume, ces 4 domaines dans lesquels la gestion de votre temps doit être au top, c'est mobiliser votre engagement personnel pour pouvoir avoir de l'énergie et du focus, penser stratégiquement pour pouvoir trier, livrer du bon grain, établir des relations pour pouvoir être beaucoup plus fiable dans la livraison de vos résultats, et puis s'organiser pour agir, pour simplement conserver votre énergie et être structuré dans la gestion de vos activités. Voilà, c'est la fin de cet épisode. C'est l'épisode de la question du mois. J'ai de temps en temps des gens qui me posent la question « Mais Vincent, comment tu fais pour savoir tout ça ?» Alors je vous donne pas cet exemple maintenant pour me faire mousser, mais vous verrez tout de suite pourquoi j'ai pris cette question. Alors la réponse que je donne en général, c'est que je lis et j'écoute pas mal de podcasts, je lis beaucoup, et puis je prends un petit peu de temps pour réfléchir. Mais en fait, le message que je vais vous faire passer, c'est que bien sûr que nous pouvons tous être des sachants dans un domaine particulier. Votre domaine d'expertise, le management, pas le management 3.0, le management agile, le leadership vis-à-vis d'adolescents, enfin, peu importe. Mais en fait, c'est pas vraiment ça le secret. Parce que je pense que savoir c'est bien, mais être curieux c'est mieux. Et c'est la curiosité, je pense, vraiment le secret pas du savoir, mais de l'ouverture, et puis du bien-être avec les gens, avec les collègues. La curiosité. Posez des questions plus que vous affirmez des choses, et vous verrez que je pense que on arrive à faire un pas en avant, comme ça. Qu'en pensez-vous ? Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.